Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à visiter notre hall d'information. Vous y verrez des projections photographiques en couleur. Un service de renseignement et d'abonnement fonctionne pendant les heures d'ouverture. Soyez les bienvenus au Bled, journal de nos soldats qui luttent pour l'Algérie française. L'intérêt de Bled, qui s'adressait quand même essentiellement aux forces armées, aux militaires, était de démontrer qu'il y avait une transformation dans les mœurs, dans les comportements, dans les outils, dans la technique. Quel est le principe du journalisme? C'est aller voir et rapporter. Être le reporter, le mot reporter, c'est quelqu'un qui rapporte ce qu'il a vu, entendu et noté. Bled vous envoie sur place. C'est-à-dire, je n'ai plus les noms d'endroits où je suis allé, mais j'ai pratiquement traversé une grande partie de l'Algérie et de l'Oranais pour recueillir les récits et pour décrire la vie de telle ou telle unité. Vous partagerez ainsi la vie de nos combattants au cours d'opérations ou dans leurs tâches quotidiennes de pacification. Nous étions les reporters du travail de patrouille dans les rues d'Alger, des patrouilles françaises bien sûr, de plusieurs armes différentes, pour s'assurer que l'indépendance qui arrivait, enfin le jour officiel de l'indépendance, serait à peu près respectée. Je suis à l'intérieur, donc je suis encore plus immergé dans la vie de la fin de la guerre, car c'est une fin de guerre. Donc ça, c'est du reportage de très bon niveau, passionnant. C'est une expérience militaire qui n'est pas militaire. Simplement, nous travaillons pour un organe militaire. Par conséquent, il faut quand même que nous ayons des notions précises de ce qu'est l'armée, de ce qu'elle fait, d'autant qu'on est en pleine fin de guerre d'Algérie. Je reviens à Paris, et pour le reste de mes jours, marqué par cette période. Et donc marqué par le passage et la leçon que j'ai tirée de ce journal. C'est pas que j'ai appris quoi que ce soit au plan professionnel, mais j'ai appris beaucoup au plan du comportement. Et en particulier celui que j'avais, que j'ai vraiment effacé assez rapidement, qui était celui d'une trop grande certitude de soi. Ça vous apprend l'humilité. Une fois que j'ai débarqué en uniforme, vous ne portez plus l'uniforme, vous avez le droit d'être en civil. On appelait ça les détachés. On était détachés de l'armée pour continuer le boulot à Bled. On était en liberté dans Paris, dans la ville, vous voyez. Je suis arrivé là un matin, je me souviens toujours, il y avait des gamins, enfin des gamins, on était tous des gamins, à l'époque inconnus, mais aucun d'entre eux n'avait encore véritablement pratiqué un métier. J'étais le seul à avoir déjà une expérience professionnelle. Le seul fait d'être passé de Bled 5.5 et du format de Bled 5.5 au format de Time, qui était le format Paris Match, de passer d'un journal noir et blanc, terne, très écrit, très militarisé, un journal plus libre, intéressant les appelés, intéressant les annonceurs, et un journal dans la rédaction, dans la qualité photographique, dans la mise en page, c'était exprimer la modernité de l'armée. 150 000 exemplaires, 750 000 lecteurs, c'est TAM, périodique militaire bimensuel, diffusé dans chaque formation et service des trois armées. J'arrive quand même dans un monde qui me saute à la gorge, puisque je me trouve dans le même bureau que Philippe Labro, que Francis Weber, que Juste Jacquin. Très vite, Depardon va venir nous retrouver. J'ai l'impression d'une aventure extraordinaire, plus civile que militaire. D'autant plus que je ne sais pas comment on avait obtenu le droit d'être en civil. La liberté était dans le comportement, c'est-à-dire qu'on n'avait pas d'uniforme, on était en civil, on était parfaitement libre le soir de rentrer chez soi, de dormir à la maison, donc il n'y avait pas de caserne, il n'y avait rien de tout ça. C'était un début d'armée très agréable. Et dans un climat, Jacques est arrivé plus tard, c'est là, mais enfin, il y avait déjà d'autres copains, un climat de camaraderie, très conscient bien sûr qu'on travaillait pour l'armée, que c'était pas n'importe quel journal, donc on suivait quand même des règles de discipline, un peu d'horaire, d'agenda et de comportement, mais dans un esprit de grande liberté.
Moi, je suis allé trouver mes copains de match, et je leur ai dit, écoutez, on me demande de faire un journal, mais je ne sais pas comment ça se fait. Moi, j'ai organisé quelques photos pour le journal. Et donc, ils m'ont pris en main un week-end, et ils m'ont dessiné la maquette. Et je suis revenu le lendemain matin, avec la maquette, je suis passé pour un génie, parce que c'est pas possible, c'est formidable, parce que ça. L'auteur de la maquette n'est personne d'autre que Roger Théron. Et si vous regardez bien le journal, il a des allures de Paris Match. Et donc, j'ai été bombardé, rédacteur en chef, entre guillemets, provisoire, et comme toujours à l'armée, le provisoire a duré, et ça a duré 28 mois. C'est moi qui faisais le chemin de fer. D'ailleurs, c'est Théron qui m'avait appris ça. Il m'avait dit, un journal, ça se fait comme ça. Et il avait fait 32 ou 36 ou 42, hein, il fallait que ce soit un chiffre pair, petit dessin, etc., qui représentait la page et la double page. Il m'a dit, quand tu as rempli tout ça, le journal est fini. Ce qui était bien avec l'armée, c'est que l'heure, c'était pas comme dans le privé. Quand vous demandez à un journaliste au papier, il arrive 3 jours après ou 4 jours après. Là, tout marchait un peu à la baguette. Vous donnez un papier, on le lit, on l'accepte ou pas, on demande un rewriting ou pas, on cherche ensemble les titres ou les intertitres, puis tout ça est entre les mains ensuite des maquettistes, et puis ça fabrique un journal. Une fois le reportage décidé, le rédacteur en chef met en scène une équipe. Pour nous, revit un moment devant eux l'ancienne marine, toute voile au vent. Au retour, il faut revoir ses notes, rédiger et faire accepter son papier. C'était déjà très collaboratif, on était des copains. Moi, je choisissais avec le photographe la photo qui me semblait la meilleure, mais avec son accord aussi, avec son œil à lui, en faisant très attention à ce que les règles militaires ne soient pas froissées. On faisait ça instantanément. Il y avait beaucoup de spontanéité, on ne se creusait pas la tête. C'est pour ça qu'on arrivait à travailler très vite. Le journal se faisait à 20 personnes. C'est là que j'ai découvert la publicité. Et c'est là que j'ai écrit mon premier slogan. Mon premier slogan, c'était les appelés d'aujourd'hui sont vos consommateurs de demain. Et puis elle m'a donné cette extraordinaire chance de découvrir mon métier et de découvrir que je savais écrire. J'avais 20 ans, j'étais pas sursitaire, donc voilà, et j'ai fait mon service militaire, en fait, comme, voilà, les gens de mon âge, à 20 ans. C'est une date incroyable parce que, en fait, 62, c'est la fin de la guerre d'Algérie. C'est quand même important. Et puis, voilà, comme j'étais photographe déjà avant dans une agence, donc effectivement, j'étais très à l'aise avec le Rolleiflex, qui est un appareil assez curieux et assez pratique et formidable, bien sûr, parce que la chance, c'est que, en fait, finalement, on est bien content de les retrouver, ces photos. Et moi, j'étais très content parce que je venais d'agence. J'étais dans la culture d'agence et j'étais content de travailler pour un journal. Pour moi, c'était formidable de travailler pour un journal parce qu'il y avait une parution, il y avait une couverture, il y avait des doubles pages. Et il faut dire que l'ambiance qui a été extraordinaire à cette époque, bien sûr, une petite rédaction comme ça, il y avait un dynamisme incroyable. C'était vraiment un petit Paris Match, quoi. Et je le vois maintenant parce qu'on utilise beaucoup ce mot, c'est-à-dire que j'étais comme un photographe embarqué. Donc j'étais avec eux. Donc la particularité de cet appareil, c'est qu'il fallait que je sois à 2 mètres pour faire des photos. Donc j'étais à 2 mètres des pilotes, à 2 mètres de tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui est formidable. Donc j'étais avec eux. On avait quand même du matériel technique impeccable, puisque la preuve, c'est que j'ai eu le plaisir et la chance de voir que mes photos étaient extrêmement bien conservées. Et là, chance, elles sont restées impeccables. Magnifique. Et ce format encore aussi 6:6, c'est intéressant parce que là, elles sont un peu recadrées. Mais ce format 6:6, il y a une proximité aussi. Je ne sais pas, bien sûr, il y a des photographes qui se sont plus servis d'autres. Il y a Doisneau, par exemple. Bon, voilà, tout ça. Il y a eu des polémiques entre Cartier-Bresson et Doisneau sur le 6:6. Parce qu'effectivement, c'est un appareil qu'on vise comme ça, un peu avec
Alors il y a eu bien sûr des grandes photos, hein. Il y avait Capa, il y avait Doisneau qui se servaient de ce Sissis, et Cartier-Bresson, lui il était très en colère, lui plutôt Léca. Donc moi je faisais les deux bien sûr parce que tous les photographes aujourd'hui ont fait les deux. Mais c'est vrai que j'avais commencé avec le Sissis et j'ai vu moi-même aujourd'hui encore de temps en temps je refais des photos Sissis, il y a une proximité. Quelque part on est moins agressif avec les gens, avec le Rolleiflex. Les gens vous regardent votre appareil. Et j'étais à Los Angeles aussi, je faisais des photos avec le Rolleiflex. Et là, il y a un Américain de couleur qui m'a dit « Oh, so vintage !» Voilà, donc c'est pour dire qu'il y a quelque chose comme ça. Et puis, donc, tu fais une photo et quelque part, il y a une sympathie qui se passe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouve les photos de Doisneau, surtout dans la banlieue parisienne, dans les années 50 après-guerre. Je pense qu'il était moins agressif. Moins voyeur comme ça, parce que là, l'autre, c'est vraiment un tireur d'élite, quoi, bien sûr. Mais c'est pour ça que ces photos, en fait, j'avais peur d'y trouver beaucoup de nostalgie. Il y en a, certes, bien sûr, pourquoi pas. Et après tout, il n'y a rien de mal à ça. La nostalgie, ça fait partie de notre temps. Mais il y a quand même autre chose. Et je suis... des photos... que j'aime bien, quoi, voilà, et que j'avais un peu oublié, et que je suis assez fier de les avoir faites. Elles contribuent à l'histoire de notre pays, et je suis content qu'elles soient maintenant à l'OCRPD, bien conservées, et qu'elles vont me survivre, et qu'elles vont raconter une histoire qui est, voilà, qu'on ne connaît pas, on a un petit peu oublié, voilà, ça nous arrange bien. Ah, voilà, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60 ? C'est des années formidables, les années 60, ça reste. Et je pense que 62, particulièrement, est une année charnière et moderne, parce que la preuve, il y a les photos en couleur, les Rolleiflex, toujours, tout est là, et ils n'ont pas bougé. Il y a toujours quelque chose, un mouvement dans ces photos. Et ça, c'était important, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup de mouvements. Des mouvements, on va vers quelque chose, les gens bougent et tout. Et quelque part, je crois que ça m'est resté profondément dans mon être. La preuve, c'est que j'ai été chercher ce Rolleiflex pour faire le portrait de M. François Hollande. Voilà, on m'a dit, je voulais faire une photo officielle du président de la République. Et je me suis dit, il faut le faire bouger. C'est un peu comme, voilà, en mouvement. Donc je l'ai fait marcher. Donc voilà, c'est toujours l'idée, bizarrement, parce qu'au Rolleiflex, on a un peu tendance, peut-être avec l'appareil, à figer les choses, à les faire poser. Et moi, je suis de cette école, de cette génération, de cette époque, où une bonne photo, c'est une photo qui est quelqu'un qui bouge, qui avance, qui va vers quelque chose. Parce que c'est, vous voyez, l'appareil que j'avais, là, c'est vraiment un appareil, il part dans l'autre sens, il a un viseur inversé, c'est-à-dire que quand quelqu'un part à droite, il faut partir à gauche. C'est quand même assez complexe. Maintenant, effectivement, avec des appareils d'aujourd'hui, en numérique, ça va mieux quand même, c'est rapide, plus de problème là. Puis là, il y avait quand même que 12 poses. Et on vous donnait 2-3 films, 3-4 films, et encore, si vous avez de la chance que la personne était de bonne humeur. Donc, il fallait vraiment faire attention à pas trop mitrailler. Et maintenant encore, aujourd'hui, j'ai toujours ça, quoi. Est-ce que... Et je me pose cette question, quoi. Est-ce qu'elle est vraiment utile, cette photo ? Puis, à la fois, il faut aller vite. Donc c'est tout un art, la photo, c'est tout un art, et puis à la fois, peut-être qu'il faut... on est dans un drôle de truc, hein, parce que ces photos, elles sont anciennes, et à la fois, j'ai l'impression, moi, en les regardant aujourd'hui, qu'elles reviennent, elles traversent le temps très vite, comme ça. Elles sont... Voilà, elles sont... En plus, on le voit, là, par exemple, plusieurs photos sont un peu bleues, comme ça, et aujourd'hui, avec un appareil numérique, on ne fait pas tellement mieux. J'ai pas fait beaucoup de guerres, mais j'ai fait le Vietnam, tout de suite après. D'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'il y a des photos, là, qui sont ici, avec les Marines. Le vert, je l'ai retrouvé, on est en 63, en 64, je partais au Vietnam, bien sûr, faire des photos. C'était le début de l'intervention américaine. J'ai fait, bien sûr, un peu la guerre d'Algérie, j'ai fait d'autres conflits, beaucoup de Tchad et tout ça. C'est sûr qu'on apprend quand même à... on ne se lève pas
on ne se lève pas de la même manière parce que c'est une cible. Et c'est vrai que j'ai appris très vite à différencier une balle qui arrive, une balle qui part. Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais une balle qui part, ça fait beaucoup de bruit parce que le fusilier est à côté de vous, ça fait du bruit. Et une balle qui arrive, ça fait un bruit très joli, mais c'est plus dangereux, quoi, parce que ça fait... Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à différencier. Et finalement, le service militaire est là un peu pour ça. Bon, parce que aussi, on fait des classes, on apprend à tirer, et puis on se dit, oui, faut faire attention. Et en fait, il y a déjà beaucoup de points similaires entre un fantassin et un photographe. On est en tête, et puis on ne sait pas ce qu'on va voir derrière, et on avance un peu à l'aveugle. Donc, en fait, un photographe, c'est quand même quelqu'un qui a toujours été dans une position d'être un peu un grenadier de voltigeur, comme on dit, je crois, ou un fantassin en tête. Moi, dans ma vie, j'ai été un peu trouillard. J'aimais pas trop ça, quoi, la guerre. Donc, j'ai pas été volontaire pour partir faire des... Et puis, j'ai perdu beaucoup d'amis. Gilles Caron, Michel Laurent. Beaucoup d'amis sont pas revenus. Donc, ma chance, c'est que peut-être que je suis encore survivant de ça, voilà, aujourd'hui, de cette période-là. Donc, je me suis plutôt orienté vers des choses plus calmes, mais qui sont aussi très difficiles à photographier, parce que qu'est-ce qu'on fait avec voilà, une activité différente. Mais il n'y a pas que la photo de guerre. Bien sûr, moi, j'ai beaucoup de respect pour des gens qui sont très courageux, qui ont ramené des photos incroyables. Mais voilà, et il faut que ça existe malheureusement, mais c'est à des prix énormes. Après ça, d'ailleurs, je suis parti à Tokyo en 64, faire les Jeux Olympiques de Tokyo. On sait que le sportif va passer dans le cadre à tel moment, donc il faut se préparer. Donc c'est vraiment le propre du photographe, parce que si on voit l'événement, on prend son appareil, c'est trop tard. Donc c'est complexe la photographie, il faut déjà devancer. Parfois même devancer quelque chose qui peut être terrible. Voilà, il faut devancer un événement.